Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera la partie 3 de la création de l'EBF01. Donc la partie 3 c'est le manche. Donc on va encore continuer sur le manche et je me suis aperçu la dernière fois quand j'ai coupé les parties de manche que, donc ça c'est un template, que j'avais pas fait certaines choses, donc on va revenir sur ça aujourd'hui, sûrement planifier la tête et peut-être même faire la tranchée pour le canal de Trussroad. Donc ce sera peut-être pas aujourd'hui, le temps que je reçoive le bois pour faire, comment dire, mon renfort de manche, pour mettre au-dessus de la tige de réglage. Et donc on va déjà voir, là par exemple c'est template de manche de guitare, donc tous mes manches se finissent de cette façon-là, donc lorsque le manche rentre dans la guitare, il y a toute une partie qui va souvent être d'ici, qui va rentrer dans la guitare, et donc ça se verra pas parce que ce sera sous une plaque de protection, mais si vous l'enlevez vous verrez le manche dans la guitare, donc ça change légèrement le son, mais pas tant que ça, et c'est un peu une signature que j'ai, donc je vais couper ça. Après ce que je vais faire, je vais couper le bord de la tête pour pouvoir après aplanir, pour pouvoir coller les ailes. Donc je vais vous montrer ça. Si vous voyez ici, c'est chiant parce qu'il voit ma tête, il y a une légère ligne, et en fait ce que ça fait c'est qu'il y a ça fait une espèce d'angle à l'intérieur, parce que, sûrement pour pas que le bois se casse, en fait, quand ils le rangent, ils ont fait des angles légers à l'intérieur pour rendre ça plus doux. Aussi, à mon avis, c'est pour quand ils le prennent, mais on s'en fiche. Le seul truc, c'est que du coup, je vais devoir poncer ça, donc en fait, je suis obligé de couper ici pour pas toucher le manche avec la défonceuse qui va passer dessus. Voilà, donc comme ça facilitera aussi le fait de pouvoir mettre les ailes, voilà, tout simplement. Et donc on va se mettre à ça tout de suite. Au final, ça n'a pas besoin d'être d'une précision folle, parce que en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas avoir de template pour creuser la neck, ce qu'on appelle la neck pocket, mais donc c'est l'endroit où le manche va rentrer dans la guitare. Donc au final, là, je me retrouve à faire à peu près la forme générale, et de toute façon, quand ça rentrera dans la guitare, il faudra en poncer une partie parce que l'excès de colle doit partir quelque part. Donc moi, je le fais souvent, essayer de partir derrière, plutôt que tout sorte par l'avant et que ça devienne assez sale, et que même lorsque vous essuyez votre colle à bois, si vous faites une finition naturelle, il se peut que, si le bois trop, si vous mettez trop de colle et que le bois aspire trop de colle à bois, ouais, vous aurez des traces en fait. Enfin, le bois se remplira pas de la même façon que du vernis que les autres parties, donc ça donnera un côté un peu plus sombre à l'endroit de la colle. Donc ici on a à peu près notre setup qu'on va utiliser tranquillement ici. Si j'ai pris ça, c'est parce que je préfère mieux vérifier plusieurs fois, parce que je vais un peu raboter la tête, que il n'y a vraiment pas de problème quand je coupe. Tout le temps checker, à chaque fois il peut toujours y avoir un problème, on est des êtres humains, donc on fait des erreurs. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc ce que j'ai fait au début n'a pas servi à grand chose, mais ça sert au moins en fait à savoir à peu près, ouais, si quand on aura mis l'angle de renversement
du manche de la guitare par rapport au corps, que ça soit à 90 degrés en fait. Donc ça donnera à peu près une mesure de ce qu'il faut, mais généralement je le garde pas, donc on verra ça, parce que ça permet justement de, quand on colle le tenon, d'avoir un espace vide qui permettra à la colle de sortir. Souvent, si vous avez déjà vu ça sur les SG, il va y avoir juste au niveau des micros 2 petites oreilles sur les côtés pour justement laisser passer cette colle. Pour celles qui sont faites en tenon complet, parce qu'il y en a qui sont faits en tenon et mortaise, donc on va avoir typiquement une partie plus fine au milieu. Mais certaines sont faites suivant les batchs avec un tenon complet. Donc là, il va pas falloir être très très gourmand, parce qu'en fait, je vais devoir... je vais enlever les lunettes parce que je vois rien avec. Couper un morceau ici. Mais pas trop long non plus. Pour que la fraise puisse continuer comme elle veut. En fait, quand je ferai le truss rod. J'ai un côté. Voilà. Du coup, là, ce qu'on a... Donc en fait, le but de ça, c'est vraiment de pouvoir passer de quoi poncer ici, sans avoir à toucher le reste là, en fait. Donc je vais poncer un peu là, comme ça je pourrais quand même passer ma défonceuse ici. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc même si ça rend pas forcément comment dire ça, le ponçage facile, puisqu'il va falloir que je m'arrête là, ça donne un trou qu'on peut suivre, et où on sait qu'on va pas devoir poncer là derrière. En fait. Parce qu'en fait, ce que je veux pas risquer, c'est qu'on se termine avec un plat qui se courbe légèrement en fait vers l'intérieur, donc que ce soit aussi compliqué de coller les ailes qui finiront la tête, puisque comme je vous l'ai montré, pour mettre la tête, il va falloir mettre les ailes sur le côté. Voilà, pardon. Voilà. Donc en fait, la prochaine chose que je vais faire, je vais peut-être un petit peu, désolé, affiner la tête. Et je vais faire un plat ici pour pouvoir bien mettre comme il faut à la fois les ailes de chaque côté. Donc ce sera pas parfait, hein. Je vais juste essayer de bien faire ça à peu près plat, laisser quelques marques et reponcer derrière pour faire quand j'aurai les ailes. Donc là j'ai une petite marque et je vais quand même essayer de couper ça. Donc normalement j'ai de la marge. J'ai fait exprès de laisser un peu de marge ici, donc je vais couper là où j'ai coupé à la sciame pour voir si c'était bien collé.
peut-être ça finit un peu ici, et là c'est un peu plus large. Mais ça me dérange pas, je préfère mieux que ce soit comme ça que l'inverse. Et donc j'avais calculé 17 là, mais je viens de m'apercevoir que comme il y aura le plaquage de tête par-dessus, ça pose pas du tout de problème, c'est même vraiment plutôt bien d'avoir ça. Il y aura une légère petite volute spéciale que je fais souvent sur mes guitares, que je dois ajuster puisque enfin, il y a un léger temps de recherche pour savoir ce qui va pas. Donc voilà. Et donc là on a à peu près ce qu'on veut au final. Après, vous pourriez vous poser la question de pourquoi je coupe pas tout le manche tout de suite. Déjà, il me faut... Donc en fait, pour couper le reste du manche, déjà je préfère mieux pas le faire directement comme ça, parce que ça va bouger forcément, donc je préfère mieux couper un petit peu, laisser un peu attendre. C'est pour ça que là, la tête, je fais un peu ça, comme ça, j'aurai à peu près ce qu'elle devrait... comment elle devrait finir. Donc ce qui va un peu m'aider avant de faire tout le reste. Après, une fois que j'aurai aplani la tête, je devrais sûrement réajuster la position de la touche. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, il faut mieux laisser un peu de manche, ce que j'ai pas fait. Donc là, comme il rentre loin, il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait être un problème, et donc j'ai encore digressé. Si on coupe pas le bas du manche, donc déjà c'est pour pas que ça bouge, moi ce que je fais c'est que je mets le truss rod à l'intérieur et je mets la touche. La première guitare que j'ai fait en manche collée avec un truss rod de compression, j'ai mis le truss rod, j'ai coupé en dessous et le manche a commencé à revenir vers l'intérieur, donc c'est pas trop un problème. Ce que j'ai fait au final, c'est serrer le truss rod pour qu'il redevienne droit, poncer, et en fait ce que ça donne, c'est lorsque vous le remettez à zéro, ça donne un effet où votre touche va avoir déjà une courbure, donc ça donne un léger effet de truss rod à double action, puisque vous avez un réglage positif ou négatif, je sais plus. Et donc, ça vous permet d'avoir une plus grande amplitude de réglage, au moins dans ce sens-là. Peut-être pas dans l'autre, si vous mettez des cordes super dures, ça va peut-être être plus compliqué. Mais voilà. Donc on va passer à la suite. Donc peut-être que vous êtes familier avec la technique de Ben Crow. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, enfin Crimson Guitar. Vous prenez un petit scotch de peintre, vous en mettez un autre sur la pièce à coller et vous mettez de la super glue entre les deux. Alors moi j'ai une technique un peu différente où on n'a pas besoin d'utiliser de super glue. On va avoir juste besoin, peut-être un peu courte celle-là, de 2 morceaux de scotch qui s'enlèveront facilement. En fait c'est pour pas enlever des morceaux de bois, puisque souvent l'érable il n'y a pas de problème. Mais avec du palissandre ou tout ce de l'acajou ou tous les bois à port ouvert, vous allez avoir des fois des problèmes pour décoller le scotch double face qui va finir par se coller dans les fibres et tout arracher. Moi ça m'est déjà arrivé sur du Corina et c'est un peu chiant. Donc du coup cette technique elle est simple, hein. Vous prenez vos 2 morceaux de scotch, je vais peut-être en rajouter un 3e au cas où au milieu. Et vous mettez un petit peu de scotch double face. Donc si vous n'avez pas de colle super glue, même si pour faire des guitares, c'est très bien d'en avoir, vous pouvez utiliser cette technique. Et du coup, c'est tout bien. Après, on peut décoller ça. Et j'ai besoin de le décoller de toute façon parce que j'ai mal fait ça. Donc là, si je fais ça, il se peut que j'ai des problèmes à le recoller. On va voir ça. Peut-être caler quelque chose en dessous de ça parce que sinon ça va quand même se décoller dès que j'essaie de faire quelque chose. On va peut-être faire ça. Et ça. Je sais pas si ça tiendra dans le temps, mais bon. On va voir ça. Et donc, on va prendre la machine que je déteste utiliser, parce que je suis pas vrai. En termes de travailler le bois, je suis pas le meilleur qui soit. Enfin, surtout pour ça. Et donc c'est un peu chiant.
Donc comme vous voyez, en fait là, c'est si vous la voyez, je suis pas sûr, c'est la trace de la fin de mon scié, donc que je vais devoir reculer parce que, à l'évidence, la scie à ruban l'a coupé un peu bas. Et donc, hop. Ce qui peut être un peu compliqué avec ça, c'est que ça reste à peu près plat. Et par plat, je veux dire à 90 degrés par rapport au morceau de bois, en fait. Parce que ça peut bouger. Alors ma technique exceptionnelle combinée à cette lame que je dois affûter, ça va donner des trucs assez marrants, je pense. Marrant plus pour vous que pour moi. Alors je pourrais le faire directement au bloc à poncer, mais je préfère mieux couper quand même un peu ça au début. Si vous voulez, vous pouvez combiner les deux, ce qui est plutôt pas mal. En fait, je viens de me souvenir pourquoi je voulais utiliser ça, c'est qu'au bout, si je regarde bien, en fait, il y a toute une partie que j'ai pas enlevée, donc il y a 1 mm au-dessus, donc ce qui fait que l'angle sera moins, comment dire, grand que ce que j'ai fait. Donc si je passe de 13 à 11 ou 10, ça le fera pas vraiment. Enfin, ça pourrait le faire, mais c'est pas le but. Je vais essayer de mettre du poids derrière, je sais pas avec quoi. Le truc fait à la zob. Hop. Voilà. Normalement, je devrais ajouter un peu de poids là, donc ça m'empêchera d'avoir peur. Mais le problème, c'est comme c'est pas plane, en fait, ça m'empêche de bien travailler comme il faut ça. Donc là, j'appuie pas dessus. Là, c'est pour enlever, comme j'ai vu qu'il y a un bourrelet. J'espère qu'il va rester pas tout plat. Est-ce que vous voyez quelque chose? Même pas. Donc en fait, je fais ça depuis tout à l'heure. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Aïe, c'est pique. Can't really forget what we learned. Comme ça peut mettre un petit moment, je vais peut-être stopper là et vous reprendre quand ce sera fini, comme ça sera un peu moins pénible pour vous. Tout de suite. Donc là j'en ai déjà fait pas mal, si vous pouvez voir. Il reste encore quelques trous là, par-ci par-là. Peut-être un peu ici là. Ça c'est à cause du... C'est pour ça que j'aime pas utiliser cet outil là, c'est que je le contrôle pas complètement.
Donc on est pratiquement... on est pas mal en fait. Peut-être un petit peu d'angle, on s'en réajustera après. Mais les traces que j'ai fait avec le rabot se voient, c'est ça qui est chiant en fait. Donc je suis un peu obligé de continuer à travailler un peu plus. Mais si vous voulez aller vite, il va falloir faire les plus grands mouvements. Mais moi je vous conseille pas de faire ça lorsque vous avez commencé à avoir fini d'aplanir votre morceau. Il faut mieux y aller le plus doucement possible pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. J'ai juste un petit trait là à enlever. Alors ouais, je suis pas obligé de le faire dans le sens où comme il y aura un plaquage par dessus, ça se verra pas, mais je préfère mieux le faire bien quand même. Même s'il y aura encore les ailes à reponcer, je préfère mieux avoir le truc au maximum, le plus droit possible, comme ça me permettra de savoir à peu près si je suis droit. Peut-être pas forcément droit sur tout le truc, mais en fait, on n'est pas obligé d'être parfaitement droit, les montres n'étaient pas comme ça. Enfin, par exemple, les Gibson des années 50 n'étaient pas toujours très droites. Enfin, les têtes, je veux dire. Après, si vous prenez les années 70, à peu près tous les... Enfin, beaucoup de manches avaient des twists, donc la tête n'était jamais droite. Le twist dans les années 70, c'est plus dû au fait que Gibson, pour gagner de l'argent, faisait des multiplis. Donc en fait, l'acajou était souvent 3 pièces. Sauf que le problème lorsque vous faites du laminé, c'est que comment dire, il faut l'acheter soit avec des pièces de bois qui viennent toutes du même endroit, si vous n'êtes pas un professionnel, soit le faire sécher en même temps, ou le faire sécher le bon temps pour chaque bois, et qui subissent pas trop de variations d'humidité séparément. Et je sais pas pour quelle raison, beaucoup de Gibson des années 70 finissent par avoir des manches qui tournent, qui font un warp, parce que une pièce va sécher plus vite, va se contracter de façon différente des autres, et en fait ça arrive qu'il y ait des têtes qui soient vraiment inclinées comme ça. J'avais vu une Les Paul Custom où un luthier refaisait la tête, tout le manche, parce que c'était pas possible. Et à la place, il avait fait un manche plus classique en une pièce, ce qui est plus pratique en général. Alors, je vais juste regarder un truc là. Donc en théorie, je dis bien en théorie, si vous poncez tout ça et que quand vous arrivez ici c'est à peu près droit, donc à peu près à 90 degrés, c'est que normalement ça devrait le faire. Alors moi ici je suis à 90,25 à peu près, hein, on va dire ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais garder ça comme ça. Donc là ce sera la première phase. Il va y avoir un autre ponçage par dessus et après donc avant de mettre les ailes, il va falloir poncer les côtés évidemment. Il va falloir mettre le truss rod, enfin envisager la saignée du truss rod, parce qu'après ce sera impossible avec les ailes. Coller les ailes, ficher le truss rod à l'intérieur, mettre la partie en arable ou inversement, et après coller le plaquage par dessus, et après faire le trou ou faire des trous avant pour pouvoir sculpter le jour, enfin la lumière qui servira à passer pour le truss rod. Je veux dire dans le plaquage, parce que la lumière sera déjà faite directement après avoir coupé la saignée du truss rod, parce qu'il faut le faire avant, parce que la sculpter avec le truss rod qui dépasse c'est pratiquement impossible. Donc voilà. Donc on va essayer de faire on va faire le canal du truss rod, et donc j'utilise ma fraise de 4 mm. Alors le truss rod fait 5 mm, mais en général, comme sur celui-là il faut faire plusieurs passes, donc je vais essayer une nouvelle technique, j'espère que ça va marcher.
Pour ne pas avoir trop de problèmes quand je vais faire l'angle, je vais d'abord passer à la profondeur la plus petite, donc ça veut dire 1,2, merci. Et après je ferai mon setup spécial où je pose ça à 1,6, enfin 1,6, je permets d'avoir 4 mm de plus de vent et de pouvoir router mon truss rod plus bas en fait ici. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc ma défonceuse est très sale si vous voyez. Quand même checker que c'est bien serré. Parce que si je dois ressortir ça, ça va être un peu compliqué. Donc en fait, là ce que j'espère c'est que lorsque j'aurai mis les cales, même avec la hauteur, ça ne bougera pas trop. Donc le gros problème lorsque vous faites des tranchées à truss rod ou quoi que ce soit, enfin surtout à truss rod puisque ça doit être serré, c'est que il faut le faire en plusieurs passes parce que le plus profond vous allez, le plus la défonceuse va vouloir se barrer en fait dans le sens où elle tourne. Donc en fait elle va essayer de partir vers la droite. Donc il faut avoir le bon mouvement et bien se placer dessus. Je vois. D'ailleurs, j'ai même pas fait. Pas une connerie, mais bon, c'est pas grave. Donc il faut que j'arrive à la caler à peu près au milieu de la tranchée. Hop. Ce qui doit être ça. Comme la fraise fait une espèce de toupie quand elle rentre, elle est un peu inclinée, il faut que je vérifie déjà la largeur qu'elle va prendre. Donc ce que je fais, c'est que je prends un endroit du manche. Là je vais faire ça devant plutôt. Et je vais mettre 2 traits pour indiquer les 4 mm. Qui seront censés m'aider à voir si elle est bien positionnée en fait. Donc on serre, voilà, et je vais légèrement la tourner pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Donc là on est à 0. Donc je mets ma défonceuse à 0. Là je vérifie que c'est serré. Je vais faire ce que j'ai pas fait, c'est-à-dire j'ai déjà poussé tous ces trucs qui servent à rien. Et allez voir. Et allez voir au bout. C'est encore à peu près correct. Et comme vous voyez, le problème là, ça va être que ça va un peu bouger. Donc voilà. Ouais, ça a l'air de se barrer en fait. C'est parfaitement bon là.
Donc par ici, je peux pas aller trop loin parce que sinon je fais tomber la défonceuse, donc je fais un trou immense dans la tête et du coup ça passera certainement de l'autre côté, ce que je veux pas. Bon, même si elle a voulu que je fais juste pour être sûr de pas passer à travers la tête quand je fais comment dire, ma saignée pour le réglage du truss rod. Hop, et donc on va continuer. Alors là il faut un peu enlever parce que le trou est tellement petit qu'au final tout reste à l'intérieur. Donc alors là notre trou il est pas très grand encore. Hop là. Donc là on doit avoir, je sais pas, 0,9 ou 8. Et donc comme je vous le rappelle, il sera incliné. Donc là je fais la profondeur minimale du truss rod et après je mettrai mes cales pour incliner. Pour que ce soit plus simple, parce que c'est vu ce que je me suis créé comme, vous allez le voir, hein, comme façon de faire, comme jig, comme diraient les Américains ou les Anglais, et ben, c'est pas forcément simple d'arriver à faire ça. Parce qu'en gros, je me colle sur deux tasseaux et en fait, il faut pas que je m'appuie trop dessus. Alors que normalement, ça demanderait d'être d'avoir des bons appuis pour que ce soit vraiment bien fait. Le mieux, ce serait d'utiliser un morceau de bois pour mettre sur la cale, ce qu'il faudrait que je fasse un jour. Parce qu'on peut, on a de quoi visser à l'intérieur en fait là. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça c'est la manière vraiment très ancienne de mettre un truss rod dans un manche parce que la méthode inclinée c'était la méthode Gibson qu'ils utilisaient sur leur guitare acoustique et pendant un moment, je sais pas jusque quand ils sont allés, toujours utiliser le même type de truss rod avec des variantes bien évidemment, mais ils ont fini aujourd'hui par utiliser une cale courbée comme ferait Fender, mais pas exactement la même, toujours la cale Gibson avec l'écrou à l'avant, la demi-lune, alors que Fender c'est un écrou en général plus gros, ou une bullette, enfin il y a eu plein de systèmes différents. Mais comment dire, à l'époque où Gibson faisait ça, dans les années 50 on va dire, Fender utilisait plus un gros écrou à l'arrière et une tige un peu plus fine apparemment qui était courbée, avec des réglages un peu moins élevés en général que sur des Gibson. Après faudrait que je me renseigne plus, j'en ai jamais vraiment trop vu, mais je trouve que quand c'est bien fait, on a des possibilités de réglage qui sont vraiment pas mal pour un truss rod simple action. Donc là, je vais finir le plat. Hop. J'essaie de bien reposer ça. Et là, c'est normalement la dernière passe que je fais à plat. Donc on va vérifier les mesures avant de passer au reste. Ça m'est déjà arrivé de faire des truss rods un peu plus, haut dans le manche. Ça marche quand même un peu moins bien. D'ailleurs c'est le truss rod de l'autre guitare que je suis en train de faire en ce moment. Bon, faut dire que le truss rod avait un filetage qui rentrait un peu trop dans le manche et du coup la colle est rentrée dedans. Ce qui est pas optimal. Là je vais prendre un pied à coulisse pour vérifier la hauteur. Alors lorsque le manche bouge, ce qui arrivera sûrement là, parce que je vais attendre un peu, parce que déjà j'ai pas mon renfort. J'avais dit que je le ferai après, mais de toute façon je devrais sculpter ça avant. Donc on verra ça. Je vais peut-être essayer de mettre des, déjà des serre-joints pour pas élargir la tranchée, parce que il se peut que le bois s'écarte. Bon, ce que je fais, vous pouvez peut-être pas voir si vous le voyez là, c'est que contrairement à Gibson, je vais pas faire la tranchée jusqu'au bout. Si vous regardez des Les Paul Junior, je sais pas si les normales elles ont pas un tenon et mortaise, mais sinon sur les juniors, en fait, si vous regardez sous la plaque, il y a, vous les voyez, une petite ligne d'érable, et ben c'est la tranchée du truss rod, mais le truss rod ne va pas jusqu'au bout, il s'arrête à un endroit et ils ont continué la tranchée pour que ce soit plus pratique. Donc cette partie demande un pied à coulisse pour déjà voir à quelle hauteur on est. Là, il y a un petit peu de saloperie. Donc, si on regarde,
On est à 11,40 ici et on est à 11,19 ici. Ce qui est pratiquement parfait puisque quand je vais démarrer là-bas, je pense que je vais légèrement passer un peu plus dessus. Hop, c'est pas un problème. Hop là. Et donc, on va mesurer encore un truc que j'ai pas fait, évidemment. Donc ces cales sont un peu grosses. Si j'utilise celle-là, c'est un peu énorme. Donc voilà les cales basiques qu'on va utiliser pour ça. Donc l'important, c'est que les deux cales que je vais utiliser aient la même épaisseur. Hein. Qui sont constitués... Alors le manche fait 22 d'épaisseur au niveau de, du talon, enfin de la jointure du talon. Donc théoriquement, je vais pas avoir trop de problèmes. Mais il faut que je vérifie quand même que d'un côté à l'autre, on est à peu près à la même hauteur, parce que sinon ça va pas le faire. Donc ça fait 55, donc ça ferait 1,8. Ouais. Ok. Donc je colle ça ici. Si je retrouve l'autre, je le colle aussi. Hop. Et donc le but c'est d'être à peu près au même endroit, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc on prend le côté dont on a l'impression qu'il est le mieux. Et on s'arrête au niveau de la fin de la tranchée. La difficulté supplémentaire, c'est que cette façon de faire, je l'ai développée avec des manches qui sont plus épais. En largeur. Parce que là, j'ai juste ce qu'il me faut pour placer ça. Et limite que la fraise touche quand elle passe. Donc il faut que je m'aligne sur à peu près la fin. Alors, donc là, il faut que je remette une petite cale en dessous, si j'ai ça. Un petit morceau qui me reste, que je vais placer là, et du coup... sans avoir à faire grand chose, et ben c'est bon. Voilà. Donc malheureusement j'avais atteint mon temps limite de vidéo, donc c'est un peu chiant, je dois vous l'avouer, puisque vous pourrez pas voir complètement ce que j'ai fait. Voilà. Mais en gros, j'ai fait ma tranchée avec un angle, et ça a plutôt pas mal marché. Le seul problème en fait de la fraise que j'utilise, c'est qu'elle est pas très profonde, donc en fait à la fin elle force un peu le canal du Truss-Rod, donc ici c'est un petit peu plus large au bout et c'est un peu plus dur à router. Normalement, si j'ai bien compté, je devrais avoir un truc comme là c'est 15, ici j'ai 16. 11,35. Le problème c'est que... c'est à peu près droit. C'est droit. Ça devrait aller. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le Truss-Rod et après juste sculpter ce qu'il faut aussi. Hop. Faire l'ancrage ici.
bien, c'est qu'il va juste rentrer comme il faut. Donc il faut que je change juste de fraise, parce que celle-là, elle va pas assez profond. Celle-là devrait aller beaucoup plus loin. Donc, bien que je connaisse normalement à peu près les mesures, je vérifie à chaque fois. Il faut que je rajoute 5 à 16, donc ce qui va nous faire 21. Et donc après, je garderai... déjà, je vais mettre 21. Et donc après, je garderai la position sur le côté du manche du truss rod pour voir si ça match. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de problème, le talon sera beaucoup plus loin, donc il n'y a pas de problème. Hop. Regarde, comment déjà ça rentre. Là, ça rentrera. Donc, je vais plus profond. C'est une partie assez chiante, hein, parce que ça fait beaucoup de bruit, donc c'est chiant. Et donc en théorie ça rentre, mais moi ça rentre pas. Et alors, oui, ça va bien rentrer, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc en fait ce que je fais moi c'est que le seul endroit où je mets de la colle au niveau du canal du truss rod, c'est dans l'ancrage, comme ça le bloque complètement. S'il y a besoin de le réparer un jour, c'est un peu chiant, mais au moins tout le reste libre de son mouvement et au moins j'ai un ancrage solide. Donc là je vais devoir un peu taper dessus au marteau pour qu'il soit bien bloqué. Donc là objectivement je suis en train de sculpter en fait ce qui permettra à la demi-lune et au truss rod de passer en fait. Donc souvent les truss rods, enfin les demi-lunes utilisées par Gibson sont un peu plus petites, donc la tranchée est au final moins large. Je préfère utiliser des plus larges parce que ça transfère l'appui sur une partie plus large du bois. Et aussi la tranchée sera pas droite, elle sera légèrement inclinée en fait, pour qu'elle aille pas trop loin. Parce qu'en fait, plus vous faites un angle, comment dire, petit, plus lorsque vous mettez un truss rod de compression, en fait, la saignée devra être longue, puisqu'en fait, plus vous avez d'angle, moins techniquement elle a besoin d'être creusée. Si vous voyez ce que je veux dire.
Donc là ce que je fais c'est que je vais tout droit en dessous de ma saignée du truss rod et je devrais laisser un peu moins d'1 millimètre en dessous de la demi-lune pour qu'elle tienne bien et qu'elle s'accroche pas, enfin qu'elle se bloque pas. Sinon il se peut que le truss rod se bloque dedans et que ça crée des problèmes. Pas forcément dans le réglage, mais peut-être dans la durabilité de la tige et du filetage. Alors chez Stumac, je fais un peu de pub là, ils ont un outil spécial qui vous permet de le faire sans avoir besoin de le faire à la main. Moi j'aime bien sculpter. Mais en fait, c'est un forêt de perceuse, tout simplement, avec un guide que vous bloquez dans le manche. Vous pouvez le serrer avec un serre-joint. Et en fait, il y a une espèce de tige qui vient là. Et en fait, la fraise, elle fait comme une espèce de pale de ventilateur. En fait, elle va couper juste ce qu'il faut, en fait, pour mettre votre demi-lune. Après, je sais pas si ça marche avec toutes les demi-lunes ou si il y a un type de demi-lune qui marche, si c'est pour le plus large, vous mettez une plus petite si vous voulez. Après, le problème de cet outil, c'est que, évidemment, c'est un outil Stumac, c'est durable, mais c'est super cher. Je crois que c'est 100 € celui-là. Après, j'ai des outils Stumac, hein, mes règles de diapason pour fouetter sont de chez Stumac, il n'y a pas vraiment d'autres choix. Et en Europe, si vous voulez acheter du Stumac, le mieux c'est d'aller demander à Madinter, qui est en Espagne. Qui fait aussi d'ailleurs du bois pas très cher si vous voulez commencer à faire de la lutherie. Moi, mon premier manche d'acajou, en acajou, je l'ai acheté là-bas. Et c'était de l'acajou, c'était du Cave 6. Et c'est une race que j'aime pas trop parce qu'il est assez dur à travailler. Enfin, plus que les autres acajou. Le problème de l'acajou, c'est qu'à travailler des outils à la main, si vous travaillez dans le fil du bois, ça va. Mais des fois, les défonceuses, tout ce qui est scotch, ça aime pas du tout. Donc c'est un peu problématique. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'utilise, comme vous le voyez, 2 ciseaux à bois. Il y en a qui me permet de dessiner la courbe. Donc celle-là, j'en ai pris une plutôt petite, parce que j'ai pas un budget infini, et j'ai ça qui me permet de couper en fait le bord, et qui me permet de savoir où stopper. Après la shade jack, je vais devoir ajuster parce que la demi-lune elle est un peu plus large que ça au final. Donc là, typiquement, j'ai un petit morceau qui me fait chier, donc on va revenir avec des petites passes. Et hop. On n'aura plus de problème après. Voilà. C'est toujours ça. Et puis le fil est pas forcément dans le sens dont vous pensez. Il y a du... Souvent dans ces bois là il y a du fil croisé et c'est un peu chiant parce que vous prenez votre fil pour le manche et en fait le fil il est soit dans l'autre sens soit il est un peu incliné. Donc ce qui fait que c'est pour ça que j'aime pas utiliser trop de rabots sur l'acajou, sur n'importe quel bois d'ailleurs, mais plus particulièrement sur celui-là. Après, un rabot c'est un très bon outil pour faire ce travail. C'est juste que moi, à force d'utiliser beaucoup de plaques à poncer que j'ai fait moi-même, je me retrouve à mieux savoir travailler ça. Alors que si je savais travailler au rabot, ça serait beaucoup plus pratique pour moi. Enfin, pour certaines choses. Mais je préfère mieux faire ça au final Alors ce qui est marrant, c'est que du côté
droit quand je coupe, je suis plus précis que du côté gauche, hein, avec la main gauche. Et ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc là on est vraiment plutôt profond là. Ça doit être vers tout comme 14 ou 13. Alors ce qui est important c'est de savoir quelle épaisseur elle est ici. Je vais regarder. Si je prends le pied à coulisses à cet endroit là. Il y a 9,50 à ce niveau-là. Enfin, un peu plus. Donc ça vous permet de... Je vous conseille vraiment de prendre un pied à coulisses, hein, parce que surtout sur des manches de ce type-là, ou même pour vérifier l'épaisseur de votre truss rod, enfin de votre ronchet, ça vous permet de savoir si vous allez à un moment donné passer à travers le manche et pouvoir éventuellement, si vous ratez, même si ça donne un gros manche, pouvoir continuer à travailler, quoi. Donc là on va regarder si ça rentre bien. C'est le super glue que j'ai mis. Bien passé, hop. Ok. Donc là ça rentre à peine. Donc au final, contrairement à ce que je pensais, j'ai fait ma tranchée vraiment assez bien. Pour que ça passe du coup, que ce soit vraiment à 4 mm et qu'il faille que je prenne un petit peu de papier de verre pour que ça marche. Peut-être que ça passera pas. Est-ce que c'est juste la cale qui est censée rentrer à 4 mm? Ouais, du coup, normalement, on est censé mettre ça par-dessus. Mais là, il va me falloir un petit peu plus que ça. Vraiment, c'est juste pour montrer. Hein. Il n'y a surtout pas de jeu ici. Parce que là, si je le force, ça marchera, ça fera que des dégâts. Pas forcément, mais... Hop. Si je le rentre à force, il faudra que je le rentre avec la cale. Et en fait, ce que je veux juste voir là, c'est si, quand je mets le washer, et là, vous voyez, il rentre pas. Donc, je vais continuer à sculpter ça. Donc là... la demi-lune rentre comme j'ai envie, donc c'est cool. Donc après il faudrait que je rajoute quelques trucs, je suppose. Mais pour l'instant on est plutôt bien. Donc il faudra juste que je reponce ça. Donc je le ferai je pense avant la prochaine vidéo. Voilà. Et ça sera cool.
Après il faudra, une fois que j'ai mis le truss-rod, déjà que je mette les ailes, une fois que j'ai mis que je mette le truss-rod, que j'arrase en fait, quand on va foutre ça là, il va falloir que j'arrase après ici. Mais du coup, j'ai acheté un renfort à 5 mm. Donc le problème de ma tige de 4, c'est que déjà elle est trop fine. Tiens, d'ailleurs ça c'est du 5 du coup. Donc c'est bien du 5 qu'il me faut. Oui, donc je me suis trompé, donc ce sera bien du 5. C'est ça du 4, vous voyez. Ça rentre trop, donc c'est juste pour illustrer. Hein. Hop. On va avoir notre truss-rod qui va passer et notre cale inclinée. Bon là en fait, elle est courbée, hein, donc elle rentre pas dedans. Et du coup, vous voyez à peu près, sur l'autre sens, qu'il y a beaucoup plus d'un côté que de l'autre, c'est ce qui est normal. Donc j'arraserai tout, je poncerai, et après ce sera le tour de faire la touche, et après de la poser dessus. En fait, ce que je vais faire pour la caler, en général on peut mettre ce qu'on appelle des pins, enfin des clous, ou ce que je fais moi c'est des cure-dents, mais je vais les mettre à l'endroit où il y aura les inlays. Ceci clôturera cette vidéo attachée encore une fois aux manches et au truss-rod. Donc comme la vidéo je pense va durer assez longtemps puisque ça m'a pris assez de temps d'expliquer des trucs. Alors, je verrai l'editing mais j'essaierai qu'elle dure pas plus de 35 minutes, mais je pense que ça va encore durer plus de 35 minutes. Donc la suite sera dans la vidéo suivante. Donc je collerai sûrement les ailes, je resserrerai la tête à peu près dans les formes de ce qu'elle aura, la tête. Après, je ferai tout ce qu'il faut pour installer le truss-rod et voir à peu près tout ce qu'il faudra pour installer la touche. Je ferai le slottage, donc scier ce qu'il faut pour mettre les frettes évidemment. Et après mettre la touche, la radiusser et au final on coupera le dessous du manche et après il faudra faire l'ajustement. Et du coup, avant de faire l'ajustement, je ferai la vidéo de la partie 2 qui me manque, où ça paraîtra du coup un peu bizarre, puisque je finirai tout ce qu'il y a à faire sur le corps avant d'assembler le manche et le corps. Mais techniquement, ça aura été fait après, parce que j'ai pas de template pour mettre le manche dans la guitare. Voilà. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil, en espérant que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Goupil Guitars. Je mets beaucoup de trucs dessus, et notamment parce que comme je fais d'autres choses en même temps que je construis cette basse, vous aurez les photos. Et donc vous pourrez suivre à peu près ce que je fais, en plus de faire cette basse là pour l'instant. Et puis voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.